Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle première session d'information dont voici le sommaire. Prendre soin de ses yeux, c'est une nécessité et un rappel réaffirmé ce 14 octobre, Journée mondiale de la vue, une commémoration qui vise à sensibiliser aux problèmes liés à la cécité et à la nécessité d'un accès aux soins de santé oculaire. Il constitue une source de financement parmi tant d'autres, les prêts bancaires. Quelle importance pour le développement? C'est à découvrir dans cette édition. La vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation chez les plus de 50 ans. C'est la conclusion d'une étude française portant sur 22 millions de personnes. Tous les habitants de la planète seront confrontés à un problème de santé oculaire au cours de leur vie. Malheureusement, plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à des services de soins oculaires. Or, de nombreuses maladies liées à l'âge conduisent à la perte de la vue, d'où la nécessité de prendre soin de ses yeux. Un rappel réaffirmé ce 14 octobre, Journée mondiale de la vue. Ulvaeus Balogun nous apprend à prendre soin de nos yeux à travers ce reportage. Toutes les 5 secondes, une personne devient aveugle dans le monde. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, presque tous les habitants de la planète seront confrontés à un problème de santé oculaire au cours de leur vie. Des chiffres alarmants qui renseignent sur la nécessité d'attirer l'attention de tous sur la cécité et les déficiences visuelles. D'autant que d'après le premier rapport de l'organisation portant sur les soins oculaires, plus d'1 milliard de personnes atteintes de déficiences visuelles dans le monde n'ont pas accès à des services de soins oculaires. Pire, le pourcentage de ces personnes est 8 fois plus élevé dans les pays en développement. En cause, l'inaccessibilité aux interventions chirurgicales essentielles ou simplement aux aides visuelles nécessaires comme des lunettes. Leur déficience visuelle étant directement liée à la pauvreté et à un accès restreint aux soins de santé. La vue, qui devient ainsi un problème de santé majeur, tant le tableau d'ensemble au niveau régional et mondial est critique. Et pourtant, la cataracte, les erreurs de réfraction, le glaucome, la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique, tout comme de nombreuses maladies liées à l'âge conduisant à la cécité peuvent être traitées ou soignées. On estime que 80% des cas de cécité sont évitables avec une intervention pour réduire ou retarder leur effet sur la vision. Mais pour éviter d'en arriver là, il importe de maintenir une excellente santé oculaire. Cela en adoptant un mode de vie sain à travers une alimentation et des habitudes de vie saines. Et si un mode de vie sain contribue à prévenir les maladies oculaires, il est aussi important de ne pas garder les yeux sur un écran trop longtemps. Mais le moyen le plus sûr de prévenir les maladies oculaires reste un examen des yeux par un expert. Il est donc conseillé de consulter l'ophtalmologue tous les 2 ans pendant la croissance d'un enfant, tous les 5 ans entre 20 et 40 ans et tous les 2 ans à partir de 45 ans. À l'instant, un commentaire signé Ulvaeus Balogun sur l'urgence de sensibiliser au droit à la vue. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leur entreprise. Et du fait de la forte demande, les banques ou encore les microfinances s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de la population. Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique? Découvrons la réponse dans ce reportage de Julie Setondji et de Alessandra Diotan. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte.
La mise en place du crédit fait intervenir en principal 2 acteurs, à savoir la banque et le demandeur, mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si, en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser. Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, quand si on se met la pression ce soir, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échec observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard. Et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué. Et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. On parle à présent de la diversité culturelle. C'est la variété et la multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. On parle de diversité culturelle. Cela signifie que tous les peuples ne partagent pas la même culture, mais cohabitent dans un même espace géographique. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique ici Félix Badiagoun. Il est sociologue. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là
produit de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Dans la suite de cette édition, Nadège Omoladesani nous propose un condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Voici la nation en bref. Le gouvernement béninois ambitionne de consacrer 50 000 hectares à la culture du cacao, une décision qui réjouit les acteurs de la filière. Selon eux, le cacao fait partie des filières prometteuses pour l'agriculture au Bénin. Pour ces producteurs, le cacao béninois n'a rien à envier au cacao produit dans les autres pays de la sous-région en matière de qualité. Financement des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest, une réunion régionale se tient à Cotonou sur la thématique. 8 pays y participent en présentiel et 2 autres par visioconférence. Selon le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, plusieurs défis restent à relever en ce qui concerne le financement à la base. Cet atelier d'échange vise donc à trouver des stratégies pour un meilleur financement des communes. Le vaccin Pfizer est désormais disponible dans les centres de vaccination au Bénin. À travers un communiqué, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a annoncé la disponibilité du dit vaccin sur l'ensemble du territoire national. Le communiqué précise également que ce type de vaccin peut être administré à toute personne âgée de 12 ans et plus, contrairement à certains vaccins qui ne peuvent être inoculés qu'aux personnes ayant plus de 18 ans. Les prix du test de Covid-19 sont réduits de moitié pour les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Cotonou. Les passagers au départ et à destination de Cotonou doivent désormais payer la somme de 25 000 francs CFA pour effectuer le test de Covid-19 au lieu de 50 000 francs CFA précédemment perçus pour le service standard. Le coût du service VIP est aussi revu à la baisse. Ces voyageurs paieront la somme de 50 000 francs CFA contre 115 000 francs CFA perçus précédemment. La décision prend effet à compter du mardi 12 octobre. Je l'annonçais dans le sommet de cette édition, la vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans et semble aussi efficace face aux variants Delta. C'est la conclusion d'une vaste étude française qui a porté sur 22 millions de personnes. Les précisions dans ce reportage signé par nos confrères de France 24. Moins d'un an après le début de la vaccination en France, c'est un rapport qui pourrait faire infléchir les derniers indécis. Les personnes vaccinées de 50 ans ou plus ont 9 fois moins de chances d'être hospitalisées ou de mourir du Covid-19, selon l'étude d'Epiphar. D'après le directeur de l'étude, cette enquête qui porte sur plus de 22 millions de personnes est la plus large jamais réalisée. Elle confirme des conclusions déjà établies en Israël ou encore aux États-Unis. Pour cerner l'impact du variant Delta, aujourd'hui majoritaire, les chercheurs ont estimé l'efficacité du vaccin face à lui. Les solutions Pfizer, Moderna et AstraZeneca agiraient avec succès à 84% chez les plus de 75 ans et à 92% chez les personnes de 50 à 74 ans. Depuis décembre 2019, on compte dans le monde environ 5 millions de morts du Covid-19. À ce jour, les États-Unis restent le pays le plus endeuillé par la pandémie, avec plus de 700 000 décès.
C'est ici que se referme cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.